Toujours le même plaisir de vous recevoir, mademoiselle Bonjour. Francine Assad. C'est bien ça. Toujours le même plaisir, vraiment. Je ne m'attendais pas, ce fut vraiment un plaisir lorsque je l'ai vu dans la liste. On a une relation particulière, mais à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de votre fidélité. Merci d'être toujours scotchés à cette émission. Occasion de donner la force à cette jeunesse, de donner les motivations nécessaires pour vraiment leur permettre d'avancer. Nous n'avons pas de choix. Et pour moi, c'est toujours un grand plaisir de me soumettre à cet exercice. Émission sans tabou, sans filtre. Les questions ne sont pas préparées à l'avance. Vous connaissez le principe de l'émission et je me prêterai donc volontiers à cet exercice. Mais avant cela, mademoiselle Francine va se présenter pour que vous puissiez mieux la connaître. Et puis voilà, merci. Présentez-vous. Merci pour la parole. Je me nomme Hassan Jam Francine, étudiante en première année pharmacie, et je suis là aujourd'hui pour poser certaines questions au docteur Kodom, espérant avoir des réponses et voir les choses un peu différemment. On espère que vous allez les voir différemment à la fin donc de cet entretien. Voilà. Ok, sans plus tarder, je Mhm. vais commencer. Oui. Vous êtes une figure de référence pour beaucoup de jeunes d'entre nous et en fait, ils vous voient un peu comme un connaisseur, une Mhm. personne qui accomplit et Mhm. tout. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là qu'on ne trouvera peut-être pas dans des documents de médecine? Très bonne question. Alors, pour vous, vous estimez en tant qu'étudiant à la faculté mixte de médecine, de pharmacie et de dentostomatologie, vous estimez que ben, pour nous, pour vous, docteur Kodom, ayant fait cette même faculté, vous êtes convaincu que nous sommes peut-être des références pour vous et dont le parcours n'est pas peut-être manuscrit dans les manuels que les élèves, les étudiants peuvent lire et s'en inspirer. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est bien la question. OK. Peut-être d'emblée dire que pour moi, il faut 4 éléments. Le premier, c'est de travailler dur. En médecine, ça ne pardonne pas, surtout les 2, 3 premières années. Travailler très dur. Moi, par exemple, je jouais, j'aimais bien le football, mais lorsque j'ai mis pied à la faculté de médecine, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus jouer à fond, tout simplement parce que là, lorsque vous allez prendre les cours le matin, c'est fort, c'est dur. C'est-à-dire entre celui qui doit dessiner en anatomie, faire les... Aujourd'hui, il y a les polycopes. Avant, chez nous, il n'y avait pas les polycopes. On dessine et puis on prend note en même temps. Donc, c'était pas du tout facile. Et je sais que même jusqu'à présent, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Partout, les études médicales sont difficiles les premières années. Donc, c'est de travailler dur. Deuxièmement, c'est de prier beaucoup. De prier parce que tellement le volume est grand que quelquefois, Dieu, lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut te choisir, lorsqu'il veut te faire grâce, ce que tu as lu bien maîtrisé, comme si c'était une récitation bien, c'était ton chapitre favori là. C'est ça qui va sortir. Vous voyez? Donc ça, c'est une grâce aussi. Et il ne faut pas oublier cette dimension. Travailler comme si tout dépendait de vous et prier aussi comme si tout dépendait de Dieu. Troisième élément très important, c'est que il faut se mettre dans les conditions d'un étudiant en médecine. Si vous avez des amitiés, il faut, il faut réduire. Et j'ai même un exemple. Lorsque nous étions en terminale, j'avais un de mes meilleurs amis. Il avait une petite amie quand même hein, en terminale. Vous voyez que c'était quand même précoce. Mais lorsque nous avons commencé la médecine, la fille a appelé le monsieur, son copain, pour lui dire que hey, là, moi, j'ai commencé les études longues. Donc, on arrête nos histoires de rendez-vous, tout ça. La fille a dit ça. Elle a dit ça, c'est vrai. Et nous, on l'a surnommée études longues. On l'a surnommée études longues. Elle a été catégorique. Et je vous dis quelque chose, c'était notre major de promotion à la fin. En 7e année, cette fille, c'était notre major de promotion. Mais en première année, elle dit non à son petit ami là qu'on arrête ça parce qu'elle veut se concentrer.
Donc, il faut la concentration. Vous pouvez travailler sans concentration. La concentration, ça veut dire que vous devez mettre toutes les énergies sur un seul objectif. Vous devez être médecin. C'est noble. D'accord? Et le quatrième élément, c'est qu'il faut avoir des référents. C'est-à-dire, pour moi, c'est aussi important de savoir que telle personne doit vous inspirer. Vous avez cité Dr Kodom. Si Dr Kodom doit vous inspirer, c'est que vous devez chaque jour vous dire, ah Dieu, fais que je fasse, fais tout. Aide-moi pour que je fasse comme Dr Kodom, voire même mieux que lui, que je puisse aider les gens, que je sois un bon médecin, que je sois un médecin apprécié par la population togolaise, que mes actions aillent au-delà du Togo. Donc, il faut avoir des personnes ressources qui vous inspirent. Et moi, tout au long de mon parcours, les 7 ans passés, 8 ans passés à la fac, j'ai eu 5 personnes qui m'ont marqué. Oui, très tôt. C'est-à-dire, au départ, on a le bac, mais on n'avait pas de personnes ressources. Mais tu rencontres le professeur, sa gentillesse, sa capacité à faire certain nombre de choses, tu deviens admiratif et puis tu pries, tu demandes, donne-moi la force pour que je sois comme lui. Moi, j'ai eu 5. Et si vous permettez, je saisis ce plateau, cette émission, justement, à travers votre question, pour remercier très sincèrement ces professeurs-là. Je vais citer professeur Tchema Koulibaly, professeur James Denis, professeur Personam Agbetra Aïssa, le professeur Gruniski Eric, dont ce studio est baptisé d'ailleurs, et enfin mon grand frère de valeur, professeur Badoui. Badoui, vraiment, c'est des personnes qui m'ont beaucoup marqué parce que à les voir faire, on avait envie de faire comme eux. Et c'est important en tant qu'étudiant en médecine aussi d'avoir ces personnes ressources et qui vous inspirent et qui vous poussent à faire pour s'identifier en eux. Pour vous identifier en eux, c'est très important. Voilà les 4 conseils pratiques bien schématisés que je peux vous donner pour vous aider à avancer. Relativement à votre question, les premières années de médecine sont perçues comme les plus difficiles parce que bon, il y a tellement de matières, il y a la concurrence et tout, et beaucoup d'entre nous jugent ça vraiment difficile. D'après votre expérience et votre parcours, trouvez-vous vraiment les études en médecine difficiles? Comme je le disais dans ma première élément de réponse, je l'ai signifié, les premières années sont difficiles, c'est vrai, mais on peut réussir et on doit réussir. Pour preuve, vous êtes en première année, vous allez réussir à la fin de l'année. Mais pour réussir, pour garantir cette réussite, c'est que vous devez mettre en application le peu que je vous ai donné aujourd'hui dans cette émission, les 4 éléments clés, mais aussi ajouter votre propre expérience dans ce qui vous a motivé au départ pour devenir pharmacienne. Vous devez chaque jour prier pour que cette force ne vous quitte pas. Pourquoi vous voulez être pharmacienne? Dieu, donne-moi la force pour que je devienne pharmacienne pour faire tant. Donc, ça aussi, c'est la première source de motivation. Et après, ajoutez tout ce dont on a parlé dans ma première intervention pour vous édifier, pour avancer. Merci, docteur. Si aujourd'hui vous aviez le pouvoir de pouvoir changer quelque chose dans notre système de santé actuel, quelle serait votre priorité? Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, très bonne question. Le secteur est tellement vaste. Le secteur est tellement vaste et pour changer peut-être les piliers, citer peut-être 3, 4, 5 piliers sur lesquels il faut peut-être agir pour assurer une transformation. D'abord, la ressource humaine. La ressource humaine, c'est-à-dire le peu qu'on a, si tous ces gens cela faisaient bien, ça allait être efficace. Les gens ne donnent pas trop. Pourquoi? Je ne veux pas aller dans les détails, mais je donne juste des éléments factuels pour vous permettre de comprendre, c'est-à-dire agir sur les ressources humaines. Parce que c'est l'homme qui construit. On peut beaucoup faire tout, mettre les scanners, l'IRM, tout ça. Si l'homme qui manipule le fait mal, ça va se gâter. C'est des milliards qui seront donc perdus. On peut te déployer dans ta formation sanitaire, d'aller dans les établissements pour animer les clubs santé, pour entretenir les élèves,
leur parler de la santé sexuelle, de la santé mentale, de leur développement. Mais si tu ne vas pas, tu toucheras ton argent, mais le travail n'est pas fait sur le terrain. Donc, travaille sur la ressource humaine de qualité. C'est important. Le deuxième sont les infrastructures. C'est-à-dire faire en sorte que le niveau de plateau technique soit relevé. Parce que aujourd'hui, le monde évolue et le diagnostic tel qu'il est fait dans les années 50, 60, 70, 80, 90, en 2020, 2030, on ne doit pas rester à cette étape rudimentaire. Donc l'État, ou du moins, si c'était moi, il faut réfléchir rapidement pour remonter légèrement le niveau du plateau technique pour que lorsqu'on va dans un centre de santé, qu'on ait les éléments qui rassurent, que à travers ça, on peut garantir un bon diagnostic à travers les examens complémentaires, à travers le cadre d'abord et ainsi de suite, le traitement qui va avec et le suivi. Le troisième élément qui est très important à mon avis, qu'on occulte souvent, c'est la rémunération, c'est-à-dire la rémunération du personnel. Une chose est de les motiver à aller, les conscientiser, tout ça, mais nous sommes dans un environnement qui demande à ce que les salaires ou du moins, oui, la rémunération soit valorisante aussi. Parce que vous ne pouvez pas être un bon médecin. Vous étiez en terminale, 18 de moyenne, inscrit en faculté de médecine, sacrifice, premier, deuxième, vous sortez et puis à la fin, ce qu'on vous paie n'est pas proportionnel à l'effort consenti, c'est pas bien. Ça déroute beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de santé qui font de mauvaises pratiques. Je ne cautionne pas ces mauvaises pratiques, j'essaie d'expliquer. Donc, il faut bien comprendre la nuance entre expliquer ce qui se fait de mauvais et cautionner ça. C'est pas parce que c'est fait, c'est mal fait qu'il faut pas parler. On le dit, c'est pas pour soutenir, mais c'est pour dire, mais les gens le font parce que ils sont obligés. Ils doivent mettre le carburant. Ils ont une famille, ils doivent louer une maison de 80 000, 100 000, 120 000 francs. Ils gagnent combien à la fin du mois? Donc, il faut revoir cet aspect-là. Pour moi, c'est important. Et je le dis en toute sincérité parce que vous êtes jeune. Nous devons vous dire la vérité pour vous permettre de mieux avoir l'avenir plus radieux devant. Si on occulte, on ment, on ne dit pas la vérité, mais vous allez demain nous taxer des gens bizarres. Mais c'est dans ça ils vivaient et puis ils faisaient des choses comme ça. Ils nous racontaient autre chose. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Et vous aurez raison sur nous. Je pense que le moment est venu aujourd'hui qu'on ait un langage de vérité en tout cas, du moins, c'est l'objectif d'ailleurs de cette émission, c'est sans filtre. On le dit comme ça se présente. Soit on ne dit pas, mais lorsqu'il faut le dire, il faut être vrai pour que demain, vous puissiez être fiers aussi d'avoir été encadré, motivé par une personne ressource. Donc, c'est le troisième aspect que, ma foi, est important. Et le dernier, s'il faut peut-être terminer avec ça, je dirais la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est par rapport à l'architecture qu'on met à la tête de cette institution. C'est-à-dire, lorsque tu es infirmier, chef de poste quelque part, tu as toute, tu es le chef. Tu es la responsable de formation sanitaire de Yadebou. Tout ce qui se passe là-bas en termes de la santé de la population de Yadebou, c'est toi la patronne. C'est toi la patronne. Donc, tu as une forme de gouvernance, de management que tu dois instituer de façon efficace afin que la population de Yadebou soit en bonne santé. Lorsqu'on t'appelle, lorsque tu dors, c'est un œil qui est fermé, l'autre est ouvert. Parce que si on t'appelle, tu dois agir pour veiller, pour que lorsqu'on va venir faire une évaluation, qu'on se rende compte que, mais, elle a tout fait. Il a tout fait, il a fait. La démarche diagnostique était correcte, l'attitude, la prise en charge était bonne, mais malheureusement, on n'a pas pu sauver la personne. C'est ça le travail. Donc voilà, de façon ramassée, les 4 éléments que s'il faille donner le pouvoir d'agir, on va travailler sur ces aspects pour aider le secteur de la santé. Merci, docteur, pour votre réponse. On constate aussi au Togo que beaucoup de monde de la population se plaignent du fait que
quand ils viennent peut-être à l'hôpital, on Mhm, ne les reçoit pas parce qu'ils n'ont pas payé, mhm, parce que on leur offre peut-être un accueil, disons, glacial et un oui, peu, voilà. mhm, Et beaucoup d'entre eux se sentent comme des êtres mhm, pas importants juste oui, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de payer. mhm, Et parfois, certains d'entre eux perdent la vie à oui. cause de ça. Que pensez-vous de ça? Non, c'est pas bien parce que nul ne devait se soustraire de tous les systèmes, de tous les dispositifs d'accompagnement d'assurance maladie. L'État a commencé, c'est très louable. Les gens ne comprennent même pas, n'appréhendent pas, n'apprécient pas le bien fondé, l'intérêt même d'aller vers l'assurance maladie universelle. Les gens minimisent. Lorsque vous êtes dans la situation que vous venez de décrire, vous allez vous rendre compte que mais, le peu que l'État fait, il faut savoir apprécier ça parce qu'aujourd'hui, avec l'assurance maladie, au moins les coûts sont réduits de 80%. C'est-à-dire ce qui devait vous coûter 10 000 francs, c'est 2 000 que vous allez utiliser. Si le médicament devait coûter 1 000 francs, vous allez payer que 200 francs. Et ça, c'est que du jour au lendemain, l'État dit que je veux que ça soit comme ça. Il faut féliciter. Féliciter et demander de continuer à ce que le secteur privé, le secteur public qui avait bénéficié premièrement, le secteur privé qui vient de rentrer, le secteur informel qui est en train d'être emballé, que ça tombe sur les autres aussi, dites couches vulnérables. Les couches vulnérables, c'est les paysans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour qu'un paysan aussi, s'il se retrouve à l'hôpital à Sotobois là-bas, qu'il ne soit pas paniqué parce qu'il n'a pas 4500 francs ou bien 2000 francs pour payer sa consultation. Parce que tel que le système est maintenant, s'il n'a pas l'argent, il n'aura pas les soins. Mais c'est un mécanisme de solidarité que nous devons soutenir à travers donc, les mutuelles de santé, l'assurance maladie universelle, les assurances d'une manière générale, soutenir tous ces mécanismes qu'on appelle souvent les filets sociaux de base. Les filets sociaux de base. C'est très important de promouvoir ces filets sociaux de base qui permettent à ce que tout citoyen ait le minimum pour vivre heureux dans notre pays, le Togo. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok. Merci, docteur, pour votre réponse. Aussi, on a tous tendance, quand on est jeune, à rêver d'une vie, à Mhm, avoir cette vie et dire non, on a réussi et tout. mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, cette version de la vie-là que vous aviez étant jeune est restée la même? Et quelle est votre définition d'une vie vraiment réussie? Lorsqu'on est jeune, on pense que être heureux, vivre bien, c'est quoi, selon vous? Peut-être réussir sa carrière, Oui, rendre fiers les parents, oui, quoi encore? C'est tout. peut-être réussir son mariage. Oui, encore quoi? Vous avez tout dit. Vous avez presque tout dit. Lorsqu'on est jeune, vous avez quel âge? 18 ans. Ah, vous êtes encore jeune. C'est bien, c'est très bien. Donc, dans 8 ans, rendez-vous dans 8 ans, lorsque vous aurez votre doctorat, il y aura des conseils pratiques qu'on va vous donner. Dans 8 ans, vous aurez à peine 25 ans, mais 25 ans, c'est bien pour se marier. Donc déjà, vous devez avoir des objectifs. À 18 ans, être à la faculté de médecine en première année de pharmacie, vous êtes une leader éclairée. Une leader éclairée parce que vous êtes précoce, mais le charisme est là. L'intelligence est au rendez-vous. Le reste, c'est la projection et la conviction ferme que vous devez réussir. Réussir quoi? Voilà la question. Réussir quoi? Réussir quoi? C'est ça que nous devons débattre. Réussir quoi? C'est réussir dans la vie professionnelle, réussir dans la vie familiale, avoir un bon époux qui vous comprenne, avec qui vous avancez, avec deux, trois petits-enfants. Réussir dans la vie spirituelle, voilà les différentes composantes que pour moi doivent être mises ensemble pour définir la réussite. Une réussite professionnelle seule avec 3 échecs collectés, pour moi, c'est pas suffisant. 2 réussites professionnelles et puis familiales et spirituellement, c'est bizarre. Vous buvez, vous êtes mélangés, vous avez bien fini vos études, mais tout de suite, vous commencez par vous droguer, par, par être alcoolique.
On vous dit, vous ne comprenez pas. On vous amène dans les centres de désintoxication. Vous retombez dedans 3 mois après parce qu'il y a quelque part, il y a un dérèglement quelque part. C'est pas aussi une réussite. Donc, pour moi, voilà les 4 entités que très tôt vous devez mettre dans le panier, garder jalousement, avoir à l'esprit que voilà, Dieu, aide-moi à garantir cela. Une fois que c'est fait, tant mieux. Mais toutefois, il faut nuancer. Lorsque je parle de mariage là, c'est pas avoir un mari qui garantit être heureux, hein, sur le plan familial, hein. Non, 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 non. Vous pouvez décider d'être célibataire, hein. C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est vous qui devez savoir ce qui vous va. Vous voyez, donc cette précision, elle est importante pour que ceux qui sont célibataires ne disent pas que nous, on les stigmatise dans la société. Non, pour moi, je suis trop élevé pour stigmatiser le choix de quelqu'un. Si tu veux être célibataire, tu as tes raisons. Puis tu es heureux. La finalité, c'est d'être heureux. Moi, j'ai défini mon heureux par ces 4 aspects. Peut-être que vous sautez un, vous avez que 3 que vous tenez bon. Et voilà, c'est ça. Ok. Merci, docteur, pour votre question. Je vous en prie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de maladies qui se Mhm. développent dans l'Afrique, Mhm. pratiquement dues à nous-mêmes, nos manières de faire et tout. Mhm. Quels conseils de santé donneriez-vous à l'Afrique entière? Alors, pour la question en lien avec la santé de la population en Afrique, aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 leviers sur lesquels nous devons travailler. Le premier, c'est d'éradiquer toutes ces maladies épidémiques à travers notre adhésion aux campagnes de vaccination collective et pour réduire vraiment les pandémies, les épidémies. C'est important parce que on n'a pas besoin de ça aujourd'hui à cette étape, à cette époque où le monde évolue, les gens sont développés, les gens vont sur la Lune, explorent l'espace et que nous, sur la Terre, nous nous laissons envahir par des maladies infectieuses, quoi, qu'on peut tout de suite maîtriser, juguler. Donc, adhésion à ces campagnes de sensibilisation et de promotion de la vaccination pour aller vers une immunisation collective pour réduire donc ce genre de maladies. Deuxième élément très important pour moi, c'est de travailler sur les maladies chroniques. Les maladies chroniques. Je cite ici volontiers les maladies, l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers. Ça, c'est la sensibilisation en amont. Et aujourd'hui, on est décimé par ces maladies-là dans nos sociétés. Beaucoup de gens sont hypertendus. Beaucoup de gens sont diabétiques. Et ça, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir en amont. La prévention, la qualité de l'alimentation. Nous sommes encore à des étapes où on peut développer l'agriculture bio, mais on préfère prendre des aliments surgelés. La tendance, c'est de courir dans les supermarchés pour prendre les produits de mauvaise qualité importés dans un but unique de faire du commerce sur le dos de la santé de la population. Il faut agir sur ça à travers la sensibilisation. Le troisième élément qui, ma foi, me semble important aussi qu'on occulte, c'est d'agir auprès de la jeunesse. C'est-à-dire, pour moi, la cohorte qui doit être outillée en termes de santé publique aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, les mauvaises habitudes que nous avons déjà acquises doivent être bannies. Par qui? Par les élèves. Donc, il ne faut pas les négliger, les collégiens, même au cours primaire. Donc, changer même les curricula de formation, donner l'essentiel. Ce qui est intéressant, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez ce qu'il faut manger par jour? Est-ce que quelqu'un vous a montré, enseigné qu'est-ce qu'il faut manger lundi, mardi, mercredi, jeudi en termes de calories? Ce qu'il faut éviter. Est-ce qu'il faut manger, excusez-moi l'expression, akpama avec le petit poisson? Est-ce qu'il faut mélanger les crabes avec la viande de mouton? Vous ne savez pas. Personne ne vous a montré ça alors que c'est ça qui rentre dans notre organisme au quotidien, à longueur de journée, tout au long de notre vie. Pourquoi ne pas donc s'appesantir sur ces éléments utiles pour notre vie, pour notre bonne santé et inculquer ça? Si c'est ce qu'il faut montrer même aux élèves jusqu'en classe de CM1 même et continuer leur vie, on aurait bâti une communauté
qui va maîtriser la prévention. Pour moi, c'est des éléments essentiels, ça. Voilà, en substance, les 4 éléments types que je peux citer pêle-mêle pour vous aider à mieux comprendre, à mieux et appréhender la préoccupation qui est la vôtre. Voilà. Ok. Merci, docteur. Et c'était ma dernière question pour Ah, aujourd'hui. le temps est tellement passé vite. C'était vraiment pour moi aussi un plaisir de vous accueillir dans ce plateau. Merci, merci d'avoir fait le déplacement et merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir vraiment encore une fois fait confiance. Fait confiance donc à votre chaîne SOS Docteur TV. Merci. Le rendez-vous est pris tous les samedis à 14 h avec un nouvel invité, une ou un nouvel invité. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.